C'est aux environs de 3 heures vendredi qu'a retenti l'appel dans certaines mosquées pour le début du Ramadan en Syrie. Mais le mois s'annonce très difficile dans le pays, en proie à de violents combats entre insurgés et soldats du dictateur Bachar al-Assad. Malgré la chaleur et la situation qui est difficile, je jeûne. Je ne vais pas perdre ma foi dans la guerre. Je ne jeûne pas aujourd'hui, car il fait très chaud et la situation en Syrie est très difficile avec la guerre. Et notre religion nous excuse dans ce genre de situation. Sur le terrain, les combats s'intensifient. Les forces rebelles syriennes affirment avoir pris un autre poste proche de la frontière avec la Turquie, 3 jours après la prise de contrôle de la frontière de Bab Alawa. L'Union européenne devra dès aujourd'hui examiner de nouvelles sanctions contre le régime de Bachar al-Assad. Dans les jours qui viennent, toute une série de sanctions et d'actions diverses vont être prises pour resserrer encore le filet autour de Bachar al-Assad afin de l'affaiblir. Le régime de Damas est en proie depuis 16 mois à une contestation qui s'est militarisée au fil de la répression sanglante. Les tueries ont gagné tout le pays, faisant plus de 17 000 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le ministre français des Affaires étrangères se dit inquiet des risques que cette guerre pourrait entraîner sur le voisinage. L'un des risques de cette situation, c'est que Bachar al-Assad, se trouvant aux aguets, essaye de porter le conflit directement ou indirectement vers les pays voisins. Et on pense en particulier, évidemment, au Liban. Le mois du Ramadan, basé sur la lunaison, dure entre 29 et 30 jours. Les combattants rebelles qui y voient une période difficile n'entendent pas baisser les bras et pensent déjà à la chute de Bachar al-Assad. Le Conseil national syrien de son côté appelle à la concertation avec les autres composantes de l'opposition pour l'avenir de la Syrie. Le Ramadan a été observé ce vendredi dans la plupart des pays africains. Depuis plusieurs années en Guinée, c'est la première fois que tous les musulmans de ce pays commencent le jeûne le même jour. Le Ramadan est le 4e des 5 piliers de l'islam. En dépit de ses obligations, il est toujours attendu. Par la grâce de Dieu, nous sommes très heureux d'accueillir les Ramadans. Notre joie est d'autant plus grande que c'est pour nous une occasion de nous faire pardonner de nos péchés. C'est aussi un mois de prière pour le bonheur, la paix, la prospérité dans les pays et l'espoir de bien gagner sa vie. Pour les familles modestes, trouver l'alimentation nécessaire durant le mois saint est une préoccupation. Dans les marchés, les prix des articles de première nécessité ont augmenté. Avec l'argent que j'ai à dépenser, j'ai fait plusieurs fois le tour à la recherche d'un prix abordable. Tout est cher. Nous demandons à nos autorités de faire baisser les prix du riz, de l'huile et des autres aliments. Le président Alpha Condé doit nous venir en aide. La série de rencontres entre le gouvernement et les importateurs de denrées sur la stabilité des prix durant le Ramadan n'a pas encore donné de résultats. Dans le secteur du riz, par contre, les réseaux de distribution contrôlés par l'État échappent pour l'instant à la spéculation, ce qui n'est pas du goût des commerçants. Aujourd'hui, nous n'avons pas trop bien vendu. Nous revendons le riz à 40 centimes d'euros. Une vente sans intérêt pour nous. Le riz nous est vendu à 20 euros le sac de 50 kilos et l'État nous oblige à revendre en détail à 40 centimes le kilo. Le gain est insignifiant. La vente de riz ne marche plus bien pour nous. Malgré les efforts des autorités, les ménages à faible revenu s'apprêtent à passer 30 jours de jeûne difficile en raison de la cherté de la vie. En Guinée, près de 90% de la population est musulmane. Une nouvelle mobilisation pour mettre fin à la pandémie, c'est l'espoir avec lequel s'est ouverte la conférence internationale sur le sida à Washington hier. 25 000 participants de 190 pays réunis jusqu'au 27 juillet. Parmi les enjeux prioritaires, élargir l'accès aux traitements antirétroviraux dont sont privés 7 millions de séropositifs dans les pays pauvres. Je promets que la Banque mondiale sera à vos côtés pour mener le combat contre le sida jusqu'à ce que nous gagnions. La pandémie du sida a fait 30 millions de morts depuis 30 ans et près de 35 millions de personnes sont atteintes du virus, dont 3,4 millions d'enfants. 91 d'entre eux vivent en Afrique. L'Afrique subsaharienne reste en effet la région la plus touchée par la pandémie où l'on trouve près de 68% des malades du sida. Grâce à la progression des traitements, le nombre de décès a baissé de 1,7 million par an. Les résultats cliniques récents montrent également l'efficacité des antirétroviraux pour prévenir les risques d'infection.
Pour la communauté scientifique, l'espoir est donc permis. Avec une aide financière plus conséquente pour la recherche, le sida pourrait disparaître d'ici 2050. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que avec les éléments scientifiques qu'on a entre les mains, les recherches, c'est que si on met les moyens aujourd'hui dans la lutte contre l'épidémie, on peut éradiquer l'épidémie dans les 30 ans. C'est des certitudes qu'on a aujourd'hui, c'est des données scientifiques qu'on a aujourd'hui entre les mains. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des moyens financiers. Mais en attendant, le seul moyen efficace aujourd'hui pour éviter la maladie reste la protection. Lancé en juin 2011, le projet Zamke, qui signifie en éveil « Utilise-moi encore », se veut une alternative forte à la pollution des rues togolaises par les sachets d'eau. L'ONG Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, créée en 2000, porte ce projet ambitieux de transformation des sachets d'eau usés en articles de tout genre. On est envahi par ces sachets-là, c'est plus un secret pour personne, les sachets dans les rues, c'est une source de maladies, ça pollue l'environnement. Et donc voilà, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a malheureusement pas de moyens efficaces pour traiter ces déchets plastiques, donc on s'est dit, il faut trouver une solution. Des membres de l'ONG sillonnent les rues de la capitale pour ramasser les sachets plastiques. Au moins 1500 sachets sont ramassés par jour et sont ensuite lavés. Une fois lavés, les sachets sont envoyés en atelier pour la confection. Au début, c'était un peu difficile, mais au fur et à mesure, c'est plus facile de fabriquer différents types d'articles. Les gains récoltés de la vente des produits permettent de continuer à rémunérer les 6 personnes travaillant sur le projet et surtout à financer les autres projets éducatifs de l'ONG. Toute l'équipe participe aux idées de produits à fabriquer. L'entreprise reçoit aussi des commandes spécifiques d'articles. Il s'agit notamment de porte-bonnets, de trousses, de sacs à main, des sacs d'écoliers, des trousses de toilette, des poubelles de bureau ou encore des pots à crayons. Les produits sont disponibles dans les centres culturels, les librairies et des supermarchés de Lomé. Les prix des articles varient entre 500 et 5000 francs CFA. Je l'ai choisi le sac Zamke parce que je prends le recyclage. Et comme vous pouvez le constater, dans nos rues, il y a trop de sachets. Et c'est ma façon à moi aussi de contribuer à la protection de l'environnement. L'entreprise est pour le moment rentable puisqu'elle permet de payer les 6 personnes qui y travaillent à plein temps. Les initiateurs ont désormais pour ambition de l'agrandir en recrutant plus de personnel. Les Browns triomphent à la fin de cette soirée. Abbas, l'habilleur des hautes personnalités, mais aussi Abbas, le styliste pour tout type de public. Il a prouvé avec Ibilé, Retour aux sources, collection qui vous laisse sans voix. Put your hands up in the air, 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 put your hands up in the air. Pas moins de 78 tenues en 2 mois de travail. Satin, coton, basin, perles et paillettes. Tout y passe pour le plaisir des yeux, les caresses du tissu sur la peau et surtout la fierté de s'habiller à l'africaine. Satisfaction des parrains de l'événement. Abbas a réalisé son rêve et j'ai partagé ce rêve avec lui et je le sens vraiment heureux. C'est un jeune couturier, créateur, beaucoup de design et il a voulu sortir quand même de l'anonymat. Il était sûr de son savoir-faire et il se dit qu'il faudrait nécessairement emmener les Béninois à leurs valeurs. Je suis très content de ce que j'ai vu aujourd'hui parce que ça a donné des leçons à nos enfants d'aujourd'hui qui portaient leurs pantalons jeans à je ne sais pas où disaient la fesse et ils oublient toujours, ils viennent d'où, ils sont d'où. J'ai comme ça aussi à la maison, les gens qui aiment seulement écouter l'Amérique, voir la France, voir l'Allemagne. Moi, au moins, il faut qu'on travaille sur notre pays aussi. Trop ému, l'heureux du jour se confond en remerciements. Moi, j'ai je vais dire merci quoi, pour tous les bons, tous les mon compagnons. Je vais remercier seulement. Je vais le dire Dieu certainement. La soirée est aussi agrémentée par le défilé de quelques personnalités et bien sûr, les prestations de quelques artistes musiciens. De son vrai nom, Abbas Bello
Abbas Couture promet un autre défilé sous peu. Les entraînements vont bon train pour Binta Diédiou, porte-drapeau du Sénégal. Acharnement et persévérance sont les maîtres mots de cette championne de taekwondo des moins de 57 kg d'âme, décidée à gagner la médaille d'or pour son pays aux Jeux Olympiques de Londres. Mon objectif pour les Jeux Olympiques, c'est la médaille olympique parce que ça fait longtemps que notre pays n'a pas amené une médaille olympique et que c'est mon plus grand rêve depuis toute petite et que c'est aussi le rêve de tous les Sénégalais et toute l'Afrique aussi. Et c'est mon but d'aller amener la médaille olympique. Depuis 2008, Pékin, je n'ai pas arrêté des entraînements. Je continue matin, soir les entraînements comme il faut chaque jour. À 26 ans, elle a déjà un bon palmarès à son actif. Récemment médaillée d'or à la Coupe du Monde de la francophonie, elle a atteint les quarts de finale au JO de Pékin en 2008 et gagné la médaille de bronze aux Mondiaux 2005. Pour mettre les chances de son côté, la Niçoise a choisi de passer 3 semaines à Dakar. Objectif, suivre les conseils et tactiques des entraîneurs et capitaines de l'équipe nationale. Il faut gérer la pression, le stress, les blessures en compétition parce que c'est extrêmement difficile parce qu'elle a fait plus de 5 compétitions de très haut niveau de classe A pour aller chercher des points pour être dans les top 10 au niveau des Jeux Olympiques. Et je pense qu'actuellement Binta elle est en forme et puis elle sait aussi qu'il y a tout le pays qui est derrière elle. L'exemple de Binta n'est pas isolé. Toute l'Afrique s'est mobilisée pour apporter des médailles sur le continent. Pour Lansana Palenfo, président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, les Africains sont maintenant déterminés à se mettre en avant sur le plan sportif. Avant, on disait participer, ça c'est couverture. Mais aujourd'hui, c'est pas seulement participer, on représente le pays, on met plus de moyens et de fonds pour la préparation. Donc, il ne faut pas simplement participer, il faut gagner, il faut améliorer les performances. Les Jeux Olympiques représentent un enjeu de taille pour les pays africains. Ces dernières années, le continent connaît une nette progression. Néanmoins, des efforts restent à fournir en termes de formation des sportifs pour une meilleure compétitivité.